Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer un nouveau chapitre de finance internationale et qui va porter sur le fonctionnement des marchés de change. Commençons par une petite définition. Le marché de change, c'est un lieu, entre guillemets, où vont se confronter les offres et les demandes de devises les unes par rapport aux autres. Cette confrontation de l'offre et de la demande va donner lieu à un prix d'équilibre que l'on appelle un cours de change ou un taux de change. C'est le marché de change est le marché le plus dynamique, le plus liquide et le plus volumineux des marchés de capitaux. Alors, dans ma définition, j'ai mis le mot lieu entre guillemets parce qu'en fait, le marché de change s'apparente beaucoup plus à un réseau qu'à un lieu bien précis. Il s'agit bien d'un réseau informatique plutôt qu'autre chose. Alors, c'est un marché d'un volume astronomique. On a un volume d'échange quotidien qui est de 5100 milliards de dollars. On voit un petit peu la taille de ce chiffre qui est juste impressionnante. Et on voit un petit peu l'évolution. De 92, on était à 880 milliards de dollars par jour. C'était déjà une somme astronomique. Et là, en 2016, on a atteint des niveaux de 5500 milliards de dollars quotidiennement. Alors, en 2019, ces volumes-là vont encore rebondir. Ils vont connaître une augmentation d'un tiers à peu près par rapport à 2016, d'après le rapport de la Banque des règlements internationaux, qui publie un rapport chaque 3 ans sur l'évolution des taux de change, des marchés de change. Alors, cette explosion des volumes des transactions sur ce marché peut s'expliquer par plusieurs considérations. Premièrement, par l'actualité mouvementée au niveau international depuis 2017. Euh, on avait la crise des monnaies des pays émergents. On a assisté en 2018 par exemple à l'effondrement de la monnaie turque, la livre turque, qui avait perdu presque 50% de sa valeur par rapport au dollar. On avait aussi un problème d'effondrement de la monnaie argentine, le peso, qui avait aussi chuté dans des proportions à peu près de 40-50%. Tous ces mouvements de panique sur les marchés euh, conduisent à un volume très important sur le marché de change en raison des opérations de conversion qui suivent généralement ces mouvements-là. On avait aussi le Brexit et toute l'inquiétude qu'il avait suscité. On avait aussi l'élection de Donald Trump, parce que vu sa manière de gouverner, elle a bouleversé tout l'establishment et toutes les règles de la diplomatie internationale et beaucoup de choses ont changé. Tout cela crée de la panique sur les marchés et ça provoque un gonflement massif du volume des transactions. Alors le volume de 6590 milliards de dollars par jour, 6 trillions et demi de dollars par jour de transaction, c'est juste pharaonique parce que comparé par exemple, pour donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près 3 fois le PIB annuel de la France. Hein. On ne parle pas du PIB du Maroc, on parle du PIB annuel de la France. On a 3 PIB de la France qui s'échangent chaque jour sur le marché de change. On a donc une idée sur le caractère immense de ce marché. Bien sûr, la totalité de ces montants est loin d'être la contrepartie du commerce international, on le voit bien sûr, parce que sur ce montant-là de 6 600 à peu près milliards de dollars, il n'y a qu'une partie infime qui a pour contrepartie le commerce international. Tout le reste, pratiquement quasiment la totalité, est constitué des opérations financières
de couverture, d'arbitrage et de spéculation sur les marchés. Alors, qui sont les intervenants qui opèrent sur ce marché? On a d'abord la part la plus grande, ça c'est les chiffres de 2016. On a la part la plus grande, elle revient aux banques. Les banques commerciales et les banques d'affaires sont les opérateurs majeurs ou les acteurs majeurs de ce marché. Mais à côté de ces opérateurs, on a aussi les institutions financières non bancaires, on a aussi les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et tout ça. On a les hedge funds et les fonds spéculatifs. On a aussi les banques centrales, et là on voit bien que les banques centrales occupent une place vraiment mineure en termes de taille des interventions, en termes de volume des interventions. Elles ne représentent que 1%. Alors les banques centrales interviennent essentiellement dans le cadre de ce qu'on appelle les interventions officielles pour défendre une parité si on est en présence d'un taux de change, d'un régime de change fixe. Elles peuvent également intervenir pour faire des opérations pour le compte des trésors, etc. Ou pour les entreprises publiques. Euh, ce pourcentage de 1% qui semble vraiment ridicule, euh, il ne reflète pas en fait des volumes d'intervention qui sont faibles, mais ça dénote plutôt, ça révèle plutôt le caractère immense de ce marché. Même les banques centrales, par tous leurs moyens financiers, euh, elles n'arrivent pas à vraiment faire le poids dans un marché tellement immense que le marché de change. On a aussi ici les entreprises, ça c'est vraiment les très grandes entreprises qui ont les moyens d'avoir des salles de marché pour agir directement sur le marché. Sinon, les entreprises de taille normale, elles passent généralement par une banque pour accéder à ce marché. Alors, premier point, on commence par voir un petit peu quelques particularités de ce marché de change. Premier point, c'est un marché qui n'a pas d'existence physique, c'est-à-dire que c'est un marché, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est un marché qui n'a pas de localisation géographique déterminée. Il s'agit en fait d'un réseau informatique planétaire qui va relier toutes les places et sur lequel vont, des pulsions électroniques, on va avoir des transactions qui vont se faire chaque seconde et chaque fraction de seconde. Et parfois, ces opérations-là se font non-stop, 24 heures sur 24. C'est aussi un marché où la quasi-totalité des opérations sont des opérations de gré à gré. On n'a pas une bourse organisée, on a essentiellement des opérations directes de négociation entre deux parties. C'est un réseau, donc on vient de le dire, c'est un réseau informatique mondial. Les combis des différentes places financières sont reliés directement les uns aux autres et sans intermédiaire boursier. Deuxième caractéristique, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 pratiquement et 5 jours sur 7. Pourquoi 24 heures sur 24? Parce que là, comme on le voit ici, la journée commence en Australie à 22 heures GMT. Lorsque la place d'Australie ferme vers 7 heures GMT, on a déjà la bourse de Tokyo qui a ouvert à minuit GMT et la bourse de Tokyo ferme à 9 heures. Avant que la bourse de Tokyo ferme, on a déjà la place de Londres qui a ouvert et qui ferme, elle, à 17 heures GMT. Avant que la place de Londres ne ferme, on a déjà la place de New York qui a ouvert à 13 heures GMT et elle termine à 22 heures GMT. Alors, au moment même
où l'activité prend fin à New York, on a déjà Disney, Sydney qui prend le relais et on est déjà le lendemain. Et donc ça tourne comme ça en boucle du lundi à dimanche, pratiquement 24 heures sur 24. Ça fonctionne donc comme ça, euh, de, de dimanche, horaire GMT, de dimanche à 22 heures jusqu'à vendredi à 22 heures GMT. Mais comme on le voit ici, le, le créneau le plus important, c'est le créneau où on a les deux places les plus importantes au niveau mondial, la place de Londres, qui occupe le premier lieu, et la place de New York. Lorsque les deux places sont en activité, sont ouvertes, ça c'est un créneau où l'activité est très importante, où la liquidité des marchés est extrêmement grande. Et ça va chaque jour de 13 heures à 17 heures GMT. Là, c'est l'intersection entre les deux horaires. Troisième caractéristique, c'est un marché dominé par le dollar. Alors, ça, c'est un héritage de Bretton Woods. Le dollar, aujourd'hui même, il continue à dominer le marché de change il intervient dans 44% des transactions en 2016. Puis on a l'euro à 16%, etc., etc. Mais donc on voit très bien que le dollar est vraiment prédominant. Quatrième caractéristique, le marché de change est un marché à deux compartiments. On a un premier compartiment qui s'appelle le marché au comptant et on a aussi le marché à terme. Alors le marché au comptant ou le spot, c'est un marché où on réalise des opérations au comptant, c'est-à-dire des opérations qui consistent à échanger immédiatement une devise contre une autre. Mais dans la pratique, dans les usages du marché, le dénouement des transactions au comptant va se faire généralement le deuxième jour ouvrable qui suit la date de la négociation. Donc la règle mondiale c'est G plus 2, la date de valeur est de G plus 2. Mais pour les opérations qui portent sur le dollar canadien et le dollar américain, on a une exception parce que là, à ce niveau-là, la date de valeur est de G plus 1. La livraison des devises, l'échange de devises se fait le lendemain. Mais la règle mondiale, c'est G plus 2. Donc même si on parle d'un marché au comptant, en fait, la livraison des devises et des devises se fait le jour J plus 2. Deuxième compartiment, c'est le marché à terme. Alors, c'est quoi un marché à terme? Je donne d'abord la définition, puis j'explique. Une opération de change à terme permet de fixer dès aujourd'hui un cours d'achat ou de vente d'une devise pour une échéance future, afin d'éliminer le risque de change. Alors, pour mieux voir cette notion-là, qui est très importante, prenons l'exemple, parce que les marchés à terme, ça ne concerne pas seulement le marché de change, c'est un marché très ancien qui est présent sur le marché des matières premières, sur tous les marchés de matières premières et sur beaucoup d'autres marchés. Alors, prenons un exemple pour mieux voir. Alors, on peut réserver un billet d'avion pour un vol dans 3 mois. Par exemple, aujourd'hui, même si les conditions ne sont pas vraiment parfaites pour cet exemple, mais j'espère que ça va finir et que la vie va reprendre. Disons que aujourd'hui, je réserve un vol pour New York pour le 10 septembre, par exemple. Alors, je peux avoir mon billet aujourd'hui. La compagnie aérienne va me le vendre. Mais en me vendant ce billet à terme, je l'achète aujourd'hui pour un vol qui va avoir lieu dans 4 mois, dans 3 mois. Et puis moi, je
je vais prendre mon avion, je n'aurai aucun souci parce que j'ai déjà payé mon billet aujourd'hui. Hmm. Alors, moi, je n'ai pas de problème, mais on peut se poser la question suivante. Comment cette compagnie aérienne, comment l'ARAM par exemple, comment est-ce qu'elle va faire pour être sûre que le prix auquel il m'a vendu le billet est un prix raisonnable? Parce qu'on sait que dans le prix d'un billet d'avion, il y a des éléments de coût, et parmi ces postes de coût les plus importants, on a le kérosène, le carburant. Alors, si aujourd'hui on est plutôt à un baril à 30 dollars, rien ne garantit qu'on aurait le même prix de kérosène au mois d'août ou de septembre. Il se peut que, après cette crise, cette épidémie, il se peut que la vie reprenne, que la demande pour le pétrole reprenne et que le baril s'approche à nouveau de 80 dollars. Alors pourquoi la RAM va-t-elle prendre ce risque de me vendre ce billet aujourd'hui pour un vol qui va avoir lieu dans 3, dans 4 mois? Alors, si la RAM se permet de faire ça, c'est parce qu'elle aussi, elle a la possibilité d'acheter son kérosène sur le marché à terme. Elle va chercher sur le marché quelqu'un qui est prêt à lui vendre le kérosène dont elle aura besoin dans 4 mois à un prix qu'elle va fixer aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, elle saura à quel prix elle aura son kérosène. Donc elle pourra facilement faire ses calculs et elle pourra me proposer un prix de, de mon billet en connaissance de cause. Donc elle ne prend pas de risque. Elle aussi, elle va utiliser le même instrument pour se couvrir contre une évolution défavorable du cours dans le futur. Donc en passant par le marché de change à terme, le client va figer aujourd'hui les conditions de réalisation de son opération de change future, quelle que soit l'évolution future du marché. Alors, je donne là un petit exemple. Je suis une entreprise marocaine qui exporte vers l'Espagne. J'ai exporté aujourd'hui un montant de 300 000 euros que je vais percevoir dans 6 mois. Aujourd'hui, je sais que 1 euro est égal par exemple à 11 dirhams, mais dans 6 mois, je n'ai aucune certitude. Alors, si je ne veux pas prendre ce risque d'attendre, parce que si j'attends, il se peut très bien que dans 6 mois, je dis n'importe quoi, il se peut que l'euro soit égal à 10 dirhams, et là je vais perdre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais, puisque j'ai exporté, je vais recevoir des euros dans 6 mois, je vais essayer de vendre mes euros que je vais recevoir dans 6 mois, je vais essayer de les vendre dès aujourd'hui sur le marché à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir une banque pour lui dire, voilà, je vais recevoir dans 6 mois, je vais recevoir 300 000 euros de recettes suite à une exportation et j'aimerais être sûr de la valeur à laquelle je vais convertir ces euros-là en dirhams et j'aimerais que vous me proposiez un cours à terme. Et la banque va proposer à l'entreprise un cours à terme à 6 mois. Et en faisant cela, l'entreprise est sûre de pouvoir vendre les euros qu'il va recevoir dans 6 mois à un prix donné, qu'elle connaît dès aujourd'hui. Il n'y aura plus de suspense. Elle sait dès aujourd'hui le prix auquel elle va convertir les euros qu'elle va recevoir dans 6 mois. S'il s'agit d'une entreprise qui importe, là encore, c'est le même principe. J'importe aujourd'hui, je vais payer dans 3 mois. Je ne sais pas ce que va être le cours de change dans 3 mois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le marché pour acheter à terme les devises dont j'aurai besoin dans 3 mois pour payer ma dette, pour payer mon importation. Alors ça c'est un instrument très intéressant parce que ça permet aux entreprises de se couvrir contre le risque de change et donc de figer un petit peu les conditions de réalisation de ce qui va se passer dans le futur. Alors on va commencer par
étudier d'abord ce premier compartiment, le marché à terme, avant de voir dans la section qui suit les instruments de fonctionnement du marché à terme. Alors, le principal mode de transaction sur le marché de change est le virement interbancaire via le système SWIFT. Dans la pratique, chaque cotation donne lieu en fait à deux cours de change. Un cours acheteur banque, bid, et un cours vendeur banque, ask ou offer. Un petit exemple. On a ici un petit exemple. Un dollar égale 0,9960 euros, 0,9963 euros. Ça, c'est un exemple type d'une cotation sur le marché de change et on a, comme on vient de le voir, on a en fait deux cotations. Ça, à gauche, c'est le cours acheteur banque et ça, à droite, c'est le cours vendeur banque. Alors, 0,9960 est le cours acheteur banque, c'est-à-dire le cours auquel la banque est prête à acheter le dollar contre l'euro. Et le cours vendeur banque, c'est le cours auquel la banque est prête à vendre le dollar contre l'euro. Bien sûr, le cours vendeur est généralement, c'est logique d'ailleurs, elle doit être supérieure au cours vendeur, au cours acheteur, pardon. Le cours vendeur, pardon, de la banque doit être supérieur au cours acheteur. L'écart entre les deux, le spread, c'est la marge bénéficiaire de la banque, mais ça s'explique aussi la taille de ce spread. Ici, on a un spread de 3, 60 et 63. On a donc un 3 d'écart. Le spread est de 3. Ça s'explique par la marge de la banque, mais aussi par la volatilité des deux monnaies. Généralement, lorsqu'on a des monnaies qui sont très volatiles, le spread est plus large que ça. On peut avoir d'autres représentations des cotations. Par exemple, dollar, euro, 0,960, 0,965 par exemple. Ça, c'est une autre manière d'écrire, mais on va retenir une seule manière de faire, c'est celle-là que j'ai présentée en premier. On va retenir cette manière ou une manière qui lui est semblable. Alors, le quatrième chiffre après la virgule, il nous intéresse, le 5 ici et le 0 ici. Ça s'appelle le point de base ou le PIP dans le langage ou dans le jargon financier des spécialistes. On va voir que c'est important parce qu'on aura besoin de cette notion par la suite. Après avoir vu très rapidement le marché au comptant, on va maintenant voir un petit peu le marché à terme. Alors, il faut dire que les cours à terme ne sont pas cotés dans une bourse, ne sont pas cotés en tant que tel sur un marché. Il n'y a pas de bourse des marchés à terme. Il n'y a pas de bourse des taux à terme. Il n'existe pas donc de cours à terme officiel. C'est un marché de gré à gré. Cependant, pour chaque devise, pour chaque couple de devises, on connaît les taux d'intérêt sur le marché interbancaire des deux devises, et on va le voir plus tard. Ce sont ces taux d'intérêt-là qui vont être la base de la détermination de taux de change. Donc les taux de change sont calculés sur la base de données monétaires et macroéconomiques annexes. Donc ils sont le produit d'un calcul finalement. On va le voir plus tard, on va comprendre comment les banques font-elles pour proposer un cours à terme.
Alors, sur ce marché au comptant, on va analyser successivement les opérations de couverture et les opérations de spéculation. Alors, comme on vient de le dire tout à l'heure, si je suis importateur ou exportateur, je peux avoir intérêt à chercher à me couvrir sur le marché à terme si je ne veux pas prendre le risque de change. Mais je peux aussi me dire, voilà, je sais que maintenant, euh, aujourd'hui, avec la crise, par exemple, de ce coronavirus, etc., je sais que l'Europe, après, il y aura des conflits entre les pays membres parce que la crise a révélé un manque énorme de coopération et une grande part d'égoïsme des pays européens. On a vu même des Européens euh, qui étaient très en colère contre la Commission européenne au point de remplacer le drapeau de la Commission européenne, de l'Union européenne, par le drapeau, par exemple, russe ou chinois, parce que ce sont les Russes et les Chinois qui sont venus au secours des Italiens et des Espagnols, alors que les Européens les regardaient pratiquement mourir. Alors, suite à cette pandémie, est-ce que l'Europe sera toujours la même? Une très grande question. Est-ce qu'il n'y aura pas, après le Brexit, est-ce qu'il n'y aura pas des tentatives de sortie et une très forte pression de sortie qui va être stimulée par cette volonté de sortir de ce carcan européen qui finalement bloque les gens plus qu'il ne les aide, d'après l'expérience qu'on a vécue dernièrement. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des pressions politiques au niveau de la France, de l'Espagne, de l'Italie, etc., de quitter l'Union européenne? Alors, moi, je suis spéculateur sur le marché. Je me dis, voilà, aujourd'hui, on a des taux de change qu'on connaît aujourd'hui sur le marché au comptant et sur le marché à terme. Mais moi, je pense que d'ici 3 mois, les choses vont s'empirer et l'euro risque même d'être sur la sellette et d'être accusé d'être la cause de tous les malheurs des Européens. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que l'euro va continuer à exister en tant que monnaie? Et, et donc, je peux me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas de très forte chance que l'euro baisse très fortement dans 3 mois? Si j'y crois, je peux spéculer sur ça. Je peux me dire, voilà, vu les conditions actuelles, il y a de très fortes chances que l'euro baisse, que la valeur de l'euro baisse sur le marché de change. Et donc, moi, je sais que d'ici 3 mois, l'euro va baisser. Est-ce que je peux spéculer? Oui, bien sûr, je peux spéculer sur ça et je peux gagner de l'argent. On aura l'occasion d'y revenir. Pardon. Je peux vendre sur le marché à terme une grande quantité d'euros. Et j'attends l'échéance. Si effectivement, à l'échéance, l'euro s'avère effectivement euh, très déprécié, je vais acheter mes euros sur le marché au comptant, qui sont à un prix très très bas, pour honorer mon engagement que j'avais pris il y a 3 mois, et donc je vais empocher la différence. On aura l'occasion de revenir sur ça plus en détail. Alors, on va examiner donc les opérations de couverture contre le risque et les opérations de spéculation sur le marché au comptant, sur le marché à terme, pardon. Alors, ce tableau nous donne le cours à terme de l'euro contre les principales devises. Alors ici, on a le cours à terme de l'euro contre le dollar, contre la livre sterling, contre le franc suisse, le yen japonais et le dollar canadien. Alors, on a ici le cours au comptant, achat-vente à cette date-là du 11 février 2008. On a ici le cours au comptant, à l'achat et à la vente, cours acheteur, cours vendeur. Et là, on a le cours à 1 mois, c'est le cours à terme à 1 mois. Ici, on a le cours à terme à 3 mois. Ici, on a le cours à terme à 6 mois.
et le cours à terme à 1 an de l'euro par rapport à l'ensemble de ces devises. Donc on a les cotations au comptant et à terme à 4 termes, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. On peut voir ici par exemple que à 1 mois, le cours à terme à 1 mois sur le marché à terme à 1 mois, l'euro ici contre le dollar à l'achat, il va connaître une baisse de 0,0013. Ça veut dire qu'il sera coté sur le marché à terme à 1 mois à un prix, à un taux de change qui est égal à 1,45, ça c'est le cours au comptant à l'achat, 1,4544 moins 0,0013, ou ce qu'on appelle 13 pips. La même chose ici, à 3 mois, par rapport au cours au comptant, l'euro va être coté à 1,4544 moins 0,0048. Par rapport à la livre sterling ici, on n'a pas moins, on a plutôt plus 0,0019. Ça veut dire que le cours à 3 mois, le cours à terme à 3 mois à l'achat de l'euro par rapport à la livre sterling, il va être de combien? Il va être de ça, 0,7468 plus 0,0019. À la vente, elle va être toujours dans un délai de 3 mois. À la vente, l'euro va s'apprécier de 0,023. Donc il passe de la vente ici au comptant, il passe de 0,7466 à 0,7466 plus 0,0023. Vous pouvez faire le calcul vous-même, on aura l'occasion de revenir un peu sur tout ça. Alors, les cours à terme sont définis par rapport au cours au comptant. Si une monnaie est moins chère à terme qu'au comptant, on dira qu'elle est cotée ou négociée avec déport. Si en revanche une monnaie là il y a un petit problème, je corrige s'il vous plaît parce que là il y a une petite erreur. Si une monnaie est plus chère à terme qu'au comptant. Donc je corrige rapidement. Alors je vais mettre ici plus cher à terme qu'au comptant, on dira qu'il est coté ou négocié avec report. Un petit exemple, on a un cours au comptant ici, 1 dollar est égal à 0,9950 euros, et on a un cours à terme qui est de 0,9920 euros. On voit très bien que le dollar s'est déprécié par rapport à l'euro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour avoir un dollar, on a besoin de 0,9950 euros. Mais à terme, à 3 mois, les marchés estiment que d'ici 3 mois, on n'aurait besoin que de 0,9920 euros pour avoir un dollar. Donc, le dollar, les marchés estiment que le dollar est appelé à se déprécier dans le futur. Et donc, le dollar est dit coté à 3 mois avec un déport de 0,0030. 0,0030, c'est quoi? C'est le cours au comptant moins le cours à terme. Ça me donne une dépréciation attendue par les marchés de 0,0030. Alors, en règle générale, sur les marchés, le report ou le déport est donné sous forme de taux, et plus particulièrement de taux annualisés
afin de pouvoir comparer les conditions offertes sur le marché de change avec le taux d'intérêt sur le marché de redevises. Dans l'exemple précédent, le taux de déport annualisé de dollars, par exemple, était de, là je reprends mon exemple, et pour calculer mon taux de déport ou de report annualisé, je prends mon cours à terme moins mon cours au comptant sur mon cours à terme. Alors, mon cours au comptant, pardon. Là, ça c'est cours au comptant, je corrige, pardon. Cours au comptant. Voilà. Alors, cours à terme, moins cours au comptant sur cours au comptant fois 100. Ça c'est tout simplement un taux d'évolution. T1 moins T0 sur T0 fois 100. Et là, je divise par n. N, c'est le nombre de mois du terme. Je divise par n pour avoir le taux d'évolution pendant une année. Et puis, je multiplie par 12 pour avoir le taux annuel. Alors, dans mon exemple, mon cours, le taux de dépôt, le taux de déport ou de report. Dans mon exemple, on avait un taux de report, je crois. Je reviens sur mon exemple. Non, de déport. Alors, mon taux de déport ici, j'efface ça. Mon taux de déport dans mon exemple est de combien? Et de là, j'ai mon cours à terme, 0,9920, moins mon cours au comptant, 0,9950, sur mon cours au comptant qui est de 0,9950 fois 100, le tout divisé par 3 parce que j'avais ici, j'avais un cours à terme à 3 mois. Alors c'est pourquoi j'ai divisé par 3 et j'ai multiplié par 12, ça me donne un taux de moins 1,2%. Alors je peux dire que par rapport à l'euro, le dollar est coté à 3 mois avec un déport de 1,2%. Parce que lorsque je dis déport, ça veut dire déjà que c'est négatif. Alors il y a une autre manière de présenter les choses, ce qu'on appelle les points de swap. Là, je vous donne ça parce que parfois dans des ouvrages ou dans la pratique, on a des éléments comme ça, donc il vaut mieux les connaître. Euh, Enfin, donc les cotations peuvent être aussi données en termes de points de swap, ou ce qu'on appelle les pips. Les cotations suivantes sont données en point de swap, ou pip. Alors, on a cours au comptant euro, franc suisse, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Là, le cours au comptant il est de 1,5935 à l'achat et 1,5985 à la vente. Mais le cours à terme à 1 mois, on nous donne juste 22,19, à 3 mois 59,50 et à 6 mois 116,97. Ça peut paraître barbare, mais on va voir que c'est juste une manière de dire un peu compliquée, mais facile finalement. Pour lire donc cette cotation, la règle est la suivante. Lorsque les points de swap de gauche, ici la partie gauche, ici par exemple, lorsque les points de swap de gauche sont supérieurs à ceux de droite, on les retranche du cours au comptant pour obtenir notre cours à terme. Dans le cas contraire, on les rajoute tout simplement. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les points de swap à gauche, 22, qui sont supérieurs à ceux de droite, qui sont de 19. Qu'est-ce que je dois donc faire pour avoir mon cours de change à terme? Je dois ajouter ces points de swap à mon cours de change au comptant, tout simplement. Alors ici, à 1 mois par exemple, là j'ai 1 mois, je cherche mon cours à terme à 1 mois ici. Qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être mon cours au comptant qui est de 1,5935. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois
retrancher 22 de ce cours-là pour avoir mon cours acheteur à terme à un mois. Donc 59,35 moins 22, ça me fait 59,13. Même chose ici pour le cours vendeur d'un mois à terme. Je prends cette somme-là, 1,5985, le cours acheteur, le cours vendeur banque au comptant, et je retranche 19. Ça me fait 85 moins 19, ça me fait 66, et ainsi de suite. Pour 3 mois, la même chose. J'ai ici 59, ici 50, donc je dois faire la soustraction. Pour le cours acheteur à 3 mois, je prends mon cours au comptant qui est de 59,35 et j'en déduis 59. Et ça me donne ça. Pour avoir ça, je prends ce chiffre-là et j'en déduis, j'en retranche 50. Et pour avoir ces éléments-là, je fais la même chose parce que dans tous les cas de figure ici, j'ai la partie gauche, les points de swap de gauche supérieurs aux points de swap de droite. Donc, j'ai une cotation avec départ et je dois donc, pour avoir mon cours de change à terme, je dois soustraire mes points de swap de mon cours de change au comptant. Alors, j'avais prévu de faire dans cette séquence, vous faire les opérations de couverture sur le marché à terme, voir un petit peu comment se passent ces opérations, mais vu que la vidéo est assez longue, donc je vais devoir m'arrêter ici. On va faire la suite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, dans 2-3 jours. Je vous remercie et à la prochaine.